Monsieur le secrétaire d'État, messieurs les vice-recteurs, monsieur le directeur du CEDIDAC, mesdames et messieurs, chers invités, je vous souhaite une très cordiale bienvenue à la conférence de ce soir. Et tout d'abord, j'aimerais juste m'excuser pour les quelques petites minutes de retard. On pourra dire que c'est le quart d'heure vaudois ou le quart d'heure universitaire à choix. Mon nom est Gilles Grain, je suis le directeur de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe. Malheureusement, je dois excuser notre président, M. Pat Cox, qui ne peut malheureusement pas être parmi nous ce soir à cause d'un empêchement de force majeure qui le retient en Irlande. Il me revient de vous présenter notre éminent conférencier de ce soir, le secrétaire d'État, Roberto Balzaretti. M. Balzaretti est depuis l'an dernier secrétaire d'État et directeur de la Direction des Affaires européennes au sein du département fédéral des Affaires étrangères à Berne. À ce titre, il est le coordinateur de l'ensemble des négociations de la Suisse avec l'Union européenne. Il a précédemment occupé, de 2016 à 2018, le poste de directeur de la Direction du droit international public et de jurisconsulte du DFAE. De 2012 à 2016, il a été chef de la mission de la Suisse auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Précédemment, il a notamment été secrétaire général du DFAE ainsi que conseiller diplomatique et chef de cabinet auprès de la chef du DFAE. J'aimerais ajouter que M. Balzaretti représente officiellement la Confédération au sein du conseil exécutif de notre fondation. Il est docteur en droit de l'Université de Berne, marié et père de 5 enfants. Je suis très heureux que la conférence de ce soir soit organisée conjointement avec le CEDIDAC, le Centre du droit de l'entreprise de l'Université de Lausanne. À ce titre, j'ai le plaisir de passer maintenant la parole au professeur Damiano Canapa, directeur du CEDIDAC. Merci beaucoup, monsieur le directeur, cher Gilles. Monsieur le secrétaire d'État, messieurs les vice-recteurs, monsieur le directeur de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, mesdames et messieurs, au nom du Centre du droit de l'entreprise de l'Université de Lausanne, je vous souhaite à mon tour la bienvenue à cette conférence européenne co-organisée avec la Fondation Jean Monnet pour l'Europe. En tant que directeur du CEDIDAC, je me réjouis de cette collaboration entre nos deux entités, appelée à se répéter à l'avenir. Avant de vous passer la parole, monsieur le secrétaire d'État, permettez-moi, en guise d'introduction, d'évoquer brièvement les relations que la Suisse et l'Union européenne ont entretenues durant ces dernières années. Et sans s'attarder sur la préhistoire de ces rapports, il est toujours intéressant de rappeler que notre pays avait accepté la proposition du président de la Commission européenne, Jacques Delors, de négocier ce qui allait devenir l'espace économique européen. Mais le rejet par le peuple et les cantons le 6 décembre 1992 de l'accord d'adhésion à l'EEE a mis fin à cette voie. La Suisse refusait ainsi de participer à l'espace économique européen, mais elle souhaitait intensifier ses relations avec l'Union européenne. Cette volonté d'intensification a été concrétisée en 1999 avec la signature du premier paquet d'accords bilatéraux, puis à nouveau en 2004 avec le moment des bilatérales 2. Notre pays a alors connu une croissance enviée de chacun de nos voisins. Cette croissance a été soutenue par l'immigration de travailleurs provenant de l'Union européenne. Mais en dépit de cette prospérité, le peuple et les cantons ont accepté, le 9 février 2014, l'initiative dite contre l'immigration de masse. Alors même que les parties négociaient un nouvel accord qui visait une meilleure harmonisation des droits suisses et européens, l'acceptation de cette initiative a marqué un nouveau coup d'arrêt dans les relations entre la Suisse et l'Union. Ainsi, à la place d'un accord, le lendemain de la votation s'est traduit par des sanctions plus ou moins douloureuses, notamment pour les étudiants et les chercheurs de notre pays. Depuis lors, les parties se sont rassises à la table des négociations. Et après de nombreuses annonces promettant la fin imminente de ces négociations, suivies d'autant de reports pour des raisons diverses et variées, un projet d'accord cadre a finalement été mis en consultation le 6 décembre passé. Ce projet convaincra-t-il ?
La lecture de la presse montre que l'accord cadre est attaqué de tous bords, alors que, en parallèle, la Commission européenne fait preuve de fermeté et exclut toute nouvelle ouverture des négociations. En ce, la position de la Commission est proche de celle qu'elle adopte avec le Royaume-Uni s'agissant de la négociation du Brexit. Brexit qui, soit dit en passant, ne facilite pas la position de la Suisse. Il est difficile de dire aujourd'hui ce qui ressortira de la procédure de consultation. On peut toutefois souligner que l'Union européenne, sous ses airs de fermeté, s'est montrée relativement bienveillante avec ce voisin peu enclin à se laisser dicter ses choix. Selon certains commentateurs, cette bienveillance se retrouverait d'ailleurs dans le projet d'accord cadre. Ceci est d'autant plus remarquable lorsqu'on considère l'asymétrie des rapports de force qui existent entre la Suisse et l'Union. Monsieur le secrétaire d'État, Gilles Grain l'a dit, vous êtes celui qui a coordonné les négociations ayant mené au projet d'accord cadre. Nous sommes par conséquent ravis et honorés de vous accueillir ce soir pour vous exprimer sur le thème « Relations Suisse-UE, perspectives ». J'ajouterai que nous avons la chance, contrairement à vos publics précédents, de vous entendre au sujet d'un texte qui est abouti, même si cela ne l'empêche pas de susciter le débat. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez la parole. Monsieur le directeur, monsieur le professeur, merci de ces mots d'introduction, merci de l'accueil. C'est un plaisir de voir cette salle pleine. Et puis surtout, ça me fait plaisir de savoir que, comme l'accord a été publié il y a maintenant presque 2 mois, vous l'avez toutes et tous lu, et donc on pourra avoir une discussion fondée sur une lecture approfondie de cet accord, qui est très simple par ailleurs, c'est une 20aine d'articles. Je suis ravi de pouvoir en discuter avec vous. Alors, avant d'aller vers l'accord institutionnel, qui est vraiment peu digeste, et j'essaierai plus tard de vous dire pourquoi et d'essayer d'éclaircir avec vous. Et dans la discussion, je vais essayer d'être le plus bref possible et puis laisser beaucoup de place à des questions-réponses. C'est aussi utile pour nous d'entendre les remarques, les suggestions, parfois les craintes, et puis de pouvoir y répondre. C'est d'ailleurs le but de ces soirées, de ces conférences. Je pense que ça vaut la peine de faire quelques remarques introductives et qui n'ont pas tellement trait à la négociation de l'accord constitutionnel, mais qui ont trait plus généralement à la manière dont on doit essayer, dont on essaye aux affaires étrangères d'aborder les relations avec nos partenaires, avec les voisins, mais aussi avec les partenaires plus éloignés. Et si vous voulez bien, je vais commencer par citer un philosophe du siècle dernier. Ce n'était pas seulement un philosophe, c'était un écrivain, c'était un essayiste, c'était une personnalité remarquable à tout point de vue, c'était Bertrand Russell, qui il donna probablement une de ses dernières interviews à la BBC en Angleterre, en répondant à la question de quel message il voudrait transmettre aux générations futures, s'il pouvait le faire. Il avait répondu en disant 2 choses. Il a dit: je transmettrai le premier message qui est de regarder les faits, regarder ce qui se passe, regarder ce qui est réel, non pas ce qu'on veut voir, mais ce qu'on voit vraiment, de considérer la réalité comme elle est, non comme on aimerait qu'elle soit, de ne pas fuir les données factuelles auxquelles on est confronté. C'était le premier point. Le deuxième point, il avait dit, et puis je vous conseille, chers jeunes, de ne jamais oublier que l'amour est sage et que la haine n'est pas sage du tout. C'est le contraire de la sagesse. Et il voulait dire par là, il vaut mieux dans la manière dont on se positionne, on se pose envers les autres, de rechercher les points communs, de rechercher la tolérance, la compréhension, d'aller vers l'autre plutôt que de fuir l'autre. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la relation entre la Suisse et l'Union européenne? C'est central. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'établir une relation qui permette de trouver des points communs, des points d'entente, des points qui permettent d'aboutir à un accord, un compromis. Alors si vous pensez à l'origine, à l'étymologie du mot compromis, c'est-à-dire se promettre ensemble, donc de trouver un terrain d'entente sur la base des faits réels, telle qu'est la réalité
telle que la réalité est observée, analysée, elle doit permettre d'arriver à des points d'entente. Et pour faire ça, je pense que maintenant, ce n'est pas Bertrand Russell, c'est la sagesse populaire, normale. Il faut d'abord savoir ce qu'on se veut, il faut être au clair sur ce qu'on veut obtenir, et puis il ne faut jamais oublier que tout en sachant ce qu'on veut, il est nécessaire de considérer qu'en face de soi, on a une autre personne, un interlocuteur qui veut aussi des choses. Alors, si vous prenez ces 4 éléments, l'analyse des faits, le fait de rechercher un compromis, savoir ce qu'on veut et considérer ce qu'on veut l'autre, c'est la base de notre travail, c'est la base de la diplomatie, mais quelque part, c'est aussi la base de la relation que les êtres humains entretiennent les uns avec les autres. C'est ce que vous devez faire avec un voisin, c'est ce qu'on fait sur la route lorsqu'on conduit une voiture, et ainsi de suite. Ça, c'est essentiel, c'est central de savoir ce qu'on veut obtenir avec l'autre et comment il faut le faire. Autrement, il n'est pas possible de négocier un accord et encore moins possible de le conclure. Et si on ne tient pas compte de ça, et surtout maintenant, je pense à notre pays, un pays qui est fondé sur la participation directe de la population à la prise de décision, aussi en matière de politique étrangère, si on ne tient pas compte de ce que veulent les gens, on peut peut-être, pendant un bon moment, faire des choses qui ne sont pas agréables ou agréées par les gens, mais à certains moments, cela ne marche plus. Dans notre système, ce qu'on essaye de faire depuis des décennies, c'est d'impliquer le plus tôt possible. Ce n'est pas toujours facile de le faire directement, ce n'est pas toujours facile d'entendre aujourd'hui 8 millions de personnes, mais il y a des organes qui se sont constitués, les partis politiques, les associations, les cantons, les communes, etc., qui, quelque part, distillent la volonté populaire, et de l'intégrer très, très rapidement dans notre activité pour que ce qu'on fait soit en adéquation avec ce qui est souhaité. Bon, alors si on prend ces éléments, on peut, vous l'avez fait brièvement, monsieur le professeur, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais on peut décrire cette relation qui est la nôtre avec l'Union européenne, avec un accord de libre-échange qui est un accord de 1972, qui est un accord classique, avec une tentative d'aller plus loin sur une voie multilatérale qui a été refusée par le peuple et par les cantons. Donc un pas en arrière, la construction par des accords bilatéraux d'intérêt commun dans des secteurs qui étaient essentiels pour nous, peut-être aussi dans des secteurs qui nous plaisaient un peu moins. Je pense à la libre circulation des personnes. Je ne suis pas sûr que l'accord sur la libre circulation des personnes qu'on a conclu en 1999 soit un accord qu'on ait vraiment souhaité, mais ça faisait partie de ce paquet qui était nécessaire pour obtenir ce qu'on voulait, donc cette idée de compromis. Et puis peu à peu, cette construction qui a été couronnée de succès, si vous pensez aux éléments du commerce, aux éléments de circulation, aux éléments qui permettent aujourd'hui à l'économie suisse, mais aussi à nous toutes et tous, Suissesses et Suisses, de vivre dans un continent qui est stable, dans un continent qui est en paix, et d'entretenir des relations très suivies avec l'Europe en général, avec l'Union européenne, avec nos voisins. Alors on peut partir avec ces données géopolitiques et avec ces données économiques. La première, c'est vraiment une banalité, c'est la palissade. La Suisse, c'est là où elle est physiquement, géographiquement, géologiquement. Certes, il y a la dérive des continents, et donc peut-être dans une centaine de millions, on sera ailleurs, centaines de millions d'années. Et j'ai réfléchi à ça, et j'ai réalisé que même dans une centaine de millions d'années, même si on est ailleurs, on aura toujours l'Italie, la France, l'Allemagne et l'Autriche autour de nous, quoi. On va tous bouger ensemble. Donc ce n'est pas la solution. On est là où on entretient des relations très intenses avec l'Union européenne, en particulier avec nos voisins. Je répète ces chiffres parce que ils m'étonnent moi-même quand je les répète. Nous échangeons par jour ouvrable 1 milliard en marchandises avec l'Union européenne. Nous échangeons par jour ouvrable presque 1 milliard en services avec l'Union européenne. 2 milliards par jour d'échanges. C'est ce que nous faisons en une année avec l'Indonésie. C'est ce que nous faisons en une année avec l'Afrique du Sud. Si vous prenez le Baden-Württemberg, la région au sud de l'Allemagne, elle est pour nous aussi importante que la Chine. Si vous prenez la Lombardie, au sud de la Suisse, la Lombardie est pour nous plus importante que l'Inde ou que le Japon. Ça, ce sont des réalités qu'on ne peut pas ignorer. D'autres données, on a en Suisse 1,4 million à peu près citoyens de l'Union européenne qui vivent, qui travaillent chez nous.
C'est énorme, c'est le 10% des citoyens de l'Union européenne qui ne résident pas dans leur pays d'origine sont en Suisse. 10%. Mais nous avons aussi 600 000 citoyens suisses qui vivent dans des pays de l'Union européenne. Alors, 1,5 million sur 500 millions, c'est beaucoup, mais 600 000 sur 8 millions, c'est pas rien non plus. Et ainsi de suite. Je pourrais continuer très très longuement. Ce que je veux dire, c'est que les réalités économiques, les réalités sociales ne peuvent pas être ignorées. Nous avons plus que ça. Nous avons, et ça on l'oublie très souvent, comment dire, une communauté de droits, une communauté de valeurs qui est unique pour la Suisse. Je veux dire, avec aucun autre pays, avec aucune autre entité sur la planète, on partage du droit, on partage la conception du droit, la conception de la société, la conception de l'état de droit, de la gouvernance, la conception des institutions. Nous sommes un pays profondément européen. Alors, ce que nous ne sommes pas, c'est un pays de l'Union européenne, et il faut rappeler chaque fois qu'on le peut à l'Union européenne que l'Union européenne n'a pas la prérogative des valeurs européennes. Il y a la Suisse aussi. Mais que nous partageons ces valeurs est aussi un fait. D'ailleurs, ça aussi, on n'en parle pas souvent, mais nous sommes aux côtés de l'Union européenne, ou elle est à nos côtés, pratiquement dans toutes les entreprises au niveau planétaire lorsqu'il s'agit de promouvoir l'état de droit, les droits de l'homme, la gouvernance mondiale, ou la sécurité, la paix, et ainsi de suite. Ça, c'est les premières données. L'autre donnée, c'est une donnée peut-être un peu plus prospective. Nous avons une tendance à analyser la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui, on ressent fortement une pression due à la globalisation économique, due aussi à la mobilité des personnes qui a augmenté énormément. Nous sentons quelques menaces ambiantes, on ne comprend pas trop ce qui va se passer. Nous avons l'impression, d'autre part, d'être un îlot protégé, de pouvoir continuer de cette manière comme si rien n'était. Or, si vous regardez des prévisions de la Banque mondiale ou d'autres organismes internationaux, ils montrent très clairement qu'à un horizon assez proche, 2030, 2035, l'Europe va perdre d'importance au plan économique, elle va perdre d'importance au plan démographique, que la population européenne va vieillir beaucoup plus vite que la population africaine ou asiatique, pour dire. Par exemple, en 2040, la moyenne d'âge en Europe sera à peu près de 44 ans, alors qu'en Afrique, elle sera de 20 ans. Et je veux dire par là que ce que nous percevons aujourd'hui comme une difficulté, comme une menace, cette libre circulation des personnes, qui sont très pressantes chez nous, se transformera très rapidement en manque de personnes, un manque de personnel, un manque de personnel qualifié, un manque de personnel soignant, et que nous devons donc avoir une politique qui tient compte des réalités du moment, mais aussi de nous projeter dans un futur proche pour planifier ce qui va arriver. La troisième chose, et là ça devient peut-être un peu plus abstrait, on peut considérer, on peut essayer de projeter notre partenaire maintenant, puisqu'on parle de ça, l'Union européenne, dans le futur. Et on peut faire beaucoup de prévisions. Une chose ne va pas changer, une chose est certaine. L'Union européenne va être là encore dans 20 ans, si on prend cet horizon, 2020, 30, 40. Non seulement elle va être là encore dans 20 ans, mais dans ces politiques essentielles, dans ces politiques qui fondent ce marché unique, ce single market, qui est le marché de l'Union européenne, elle va renforcer ces politiques. Et ce noyau dur de l'Union européenne, je pense justement à la libre circulation des marchandises, des capitaux, des personnes, des services, qui nous intéressent tellement, parce que c'est de cette relation-là qu'on parle, en dehors des questions presque plus philosophiques dont j'ai parlé avant. Cette relation-là demeurera essentielle pour nous aussi. Et donc, alors, si vous mettez tout ça ensemble, vous arrivez à la nécessité absolue qu'est la nôtre, 1, d'avoir des relations suivies avec ce partenaire, 2, d'avoir des relations qui sont fondées sur des règles durables, 3, qui tient compte de ces évolutions, mais qui tient compte aussi du fait que ces règles de l'Union européenne, ce marché intérieur qui est tant important pour nous,
Il va évoluer dans un sens de marché toujours plus fort et plus consolidé. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, la question c'est qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que nous voulons? Alors, il y a une réponse qui est simple, je pense. Nous voulons garder l'accès à ce marché, ou se donner l'accès réciproque. Nous voulons continuer de faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et en même temps, je pense aussi, nous voulons garder les spécificités qui sont les nôtres. Nous voulons continuer à être des Suisses en Suisse. Alors, la difficulté ou alors le défi, c'est de mettre ces deux choses ensemble d'une manière qui nous permette, d'une part, de sauvegarder ces spécificités auxquelles on tient tant. Et alors, on peut faire une énumération très longue, hein, mais je pense qu'essentiellement, ce sont nos institutions, c'est le fédéralisme, c'est le fait d'avoir ce principe de subsidiarité qu'on applique depuis toujours, d'avoir des décisions qui sont prises au niveau le plus local possible, le plus proche possible de la population. Nous voulons sauvegarder nos droits démocratiques de participer à la prise de décision. Nous voulons une économie libérale, ouverte, le plus possible, mais aussi sociale. Tout ça, on veut sauvegarder. Nous voulons sauvegarder notre neutralité. Nous voulons une armée qui soit performante, mais qui ne soit pas offensive, qui soit là pour défendre le territoire si nécessaire, et qui soit aussi engagée dans beaucoup d'autres activités qui soutiennent quelque part les activités des entités civiles, en matière par exemple de protection contre les catastrophes et ainsi de suite. Donc c'est ça que nous voulons. Et alors la question qu'il faut se poser maintenant, c'est d'une part ce que veut l'autre, notre partenaire, et comment faire pour trouver un terrain d'entente. Si vous mettez tout ça ensemble, la solution, une des solutions possibles, en fait celle qu'on a essayé d'atteindre, c'est précisément cet accord institutionnel. Alors quand on vous pose la question, mais à quoi il sert cet accord institutionnel? Ben, il sert à ça. Il sert à faire en sorte que cette relation qu'on a bâtie dans les décennies, qu'on a fondée sur des accords, parce que c'est comme ça que les États coopèrent entre eux, elle puisse continuer de prospérer, elle puisse s'élargir, elle puisse s'approfondir, elle puisse aller dans d'autres domaines qui nous intéressent, sur la base d'un mécanisme mécanique ordonné qui soit acceptable et pour nous et pour nos partenaires qu'est l'Union européenne. Ça, c'est ce que on a essayé de faire avec cet accord institutionnel qui porte un nom un peu bizarre parce que ça n'a rien d'institutionnel tout ça. C'est un accord, si vous voulez, qui doit faciliter la participation de la Suisse au marché unique de l'Union européenne, qui doit faciliter le futur de cette relation. Alors ça, c'est nous. L'autre, c'est l'Union européenne. C'est d'une part l'Union européenne en tant que telle, c'est Bruxelles. D'autre part, ce sont les États membres de l'Union européenne. C'est un Parlement européen qui a des prérogatives et une voix de plus en plus importante dans le système communautaire. Et alors, lorsqu'on considère tout ça, on ne peut pas s'exempter de jeter un regard sur l'autre. Mais ça doit être un regard humble, un regard très modeste, surtout pas un regard arrogant dans le sens de dire « Ah voilà, quoi, ils ne font pas comme nous et ça ne peut pas aller ». C'est un fait que l'Union européenne a, dans son histoire, aujourd'hui on appelle l'Union européenne, c'était les communautés européennes avant, traversé des difficultés, puis connu des moments d'accélération. En fait, l'Union européenne a avancé, c'est comme une spirale qui avance et qui monte, et qui avance quand même, et qui monte quand même, et qui approfondit quand même ses politiques. Comme toute entité, elle a des périodes difficiles, a connu des périodes difficiles ces dernières années en matière financière, en matière économique, en matière de migration, en matière de sécurité. Et à chaque fois, cette entité dépasse ces difficultés, parfois avec beaucoup de peine et beaucoup d'efforts, pour tendre vers un objectif qui est un objectif déclaré dès le départ, qui est celui d'une union entre ces États la plus solide et la plus profonde possible. Ce but d'homogénéité, si vous voulez, pour être simple, est présent dès le début de la construction européenne. C'est quelque part en même temps parfois une fiction, donc si vous voulez une prémisse qu'on ne peut pas contredire, parce que pour atteindre le but, vous devez parfois établir des objectifs que vous ne tenez pas, mais en visant un but, peu à peu, vous les obtenez.
Ce dilemme est un dilemme présent dans la construction européenne, mais ça ne doit pas nous amener à croire qu'en ayant des difficultés d'avancement, l'Union européenne va abandonner son but. Je ne pense pas. Je pense que non seulement le but ne va pas être abandonné, je pense que le but va se réaliser peu à peu jusqu'à être accompli. Les choses à 28 aujourd'hui, peut-être à 27 bientôt, sont évidemment plus compliquées à mettre en place qu'à 9, à 12, à 15. Nous en savons quelque chose. Nous avons 26 cantons. Je peux vous assurer que les cantons qui participent à tout ce qu'on fait en matière de négociation avec l'Union européenne sont des entités souveraines qui doivent se mettre d'accord entre eux, qui doivent se mettre d'accord avec nous, et que ce n'est pas toujours facile. Alors vous pouvez vous imaginer la difficulté de trouver des dénominateurs communs entre 27, 28 États membres qui vont de la Finlande, de Helsinki jusqu'à Athènes, ou Malte, jusqu'à la Grèce ou jusqu'à Malte. Ce n'est pas facile. Et pourtant, ça marche. Mais en même temps, ce qu'il faut réaliser, c'est que pour obtenir ces dénominateurs communs, ces compromis, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'efforts qui sont faits, d'où la difficulté, une fois le compromis obtenu pour l'Union européenne, de traiter avec un État tiers comme la Suisse, qui veut entrer dans ce marché au même titre qu'un État membre, ne serait-ce que sectoriellement. Et donc, rouvrir ce compromis est devenu beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'ils sont à 28 que ça l'était lorsqu'ils étaient 12 ou 15 États membres. Ce défi, qui est le défi de l'Union européenne, ce défi de cohésion économique et sociale, ce défi d'homogénéité qui doit être atteinte, amène l'Union européenne à établir des règles qui doivent valoir pour tout le monde. C'est la seule manière d'obtenir cette cohésion. Et ces règles, une fois obtenues, peuvent difficilement être ouvertes, être renégociées, être réélaborées pour le tiers qui souhaite participer à ça. C'est aussi la raison pour laquelle nous voulons cet accord institutionnel. Nous voulons cet accord institutionnel pour pouvoir participer le plus tôt possible à l'élaboration des règles qui vont nous concerner lorsqu'on voudra les reprendre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, sauf quelques exceptions. Ce sera le cas dans le futur, avec un cadre institutionnel qui permettra aux experts suisses, au même titre que les experts des pays membres de l'Union européenne, de participer à l'élaboration du droit. Alors, ce qu'on essaye de faire, et j'y reviendrai avec cet accord institutionnel finalement, c'est d'anticiper la participation à la prise de décision sur des sujets qui de toute manière vont nous concerner après. Parce qu'on s'est aperçu, et c'est un constat qu'il faut faire, qu'une fois les décisions prises, c'est très difficile de les remettre, une fois les discussions prises au niveau de l'Union européenne, c'est très difficile de les remettre en discussion dans la relation bilatérale. Donc, si vous voulez, pour clore cette phase d'introduction, on est passé d'une relation qui était une relation classique de droit international, un accord de libre-échange qui est un accord de coopération, un accord qui visait la réduction des tarifs douaniers, qui permettait les échanges de produits industriels, à quelque chose de plus complexe peu à peu, avec aujourd'hui des accords qui sont des accords d'intégration juridique, dans les accords sur la libre circulation des personnes, sur le trafic aérien, l'accord agricole, l'accord sur la mise sur le commerce de produits industriels. Nous avons intégré le droit de l'Union est notre droit aussi, est le droit de l'accord. Et pour que cela fonctionne, il faut trouver un mode plus moderne. Ce sont des rouages très compliqués, il faut mettre de l'huile dedans. Cet accord institutionnel, si vous voulez, ce sont les gouttes d'huile qu'on met dans ces rouages pour qu'ils continuent de tourner correctement. Alors, maintenant, si vous voulez, quelques mots sur cet accord institutionnel avant d'en discuter avec vous, si vous voulez bien. Alors, je viens de le dire, je pense que l'élément essentiel de cette construction, c'est ce principe d'homogénéité. On reconnaît que pour 5 accords que nous avons conclus avec l'Union européenne, nous en avons conclu à peu près 140 d'accords bilatéraux avec l'Union européenne, mais pour 5 de ceux-là, l'accord sur la libre circulation des personnes, l'accord sur le transport aérien, l'accord sur le transport routier, l'accord agricole et l'accord de reconnaissance mutuelle des certificats de mise sur le commerce des produits industriels, des accords qu'on appelle des accords d'accès au marché de l'Union, ce sont des accords par lesquels on intègre les législations.
Nous voulons assurer une homogénéité constante. Nous voulons que les règles qui se développent de manière homogène et dans l'Union européenne et en Suisse. Nous voulons nous assurer que lorsqu'on applique ces règles en Suisse et dans les pays membres de l'Union européenne, on les applique de la même manière. Et nous voulons nous assurer qu'on les applique de la même manière, d'abord par les autorités nationales, nos autorités suisses, les tribunaux suisses évidemment, ou ceux des pays membres de l'Union européenne, mais si cela ne devait pas fonctionner de manière égale, homogène, des deux parties, des deux côtés de la frontière, d'avoir un organe indépendant au milieu, un tribunal arbitral, qui puisse dire de quelle manière il faut correctement appliquer ce droit. Ces 3-4 éléments, l'application homogène, l'interprétation homogène, et si vous voulez, le règlement d'un différend quant à l'application de ces normes, sont le cœur même de cet accord et sont finalement les éléments essentiels pour qu'un marché fondé sur des mêmes règles fonctionne de manière homogène. Au fond, l'accord institutionnel n'est que ça. Il n'y a rien d'autre d'essentiel dans cet accord. Alors, pour que cela fonctionne de cette manière, il a fallu des éléments plus spécifiques, plus juridiques, qui expliquent comment se passe, par exemple, l'évolution du droit. Vous avez un accord, vous avez décidé que le droit est cohérent, et puis une partie développe son droit, il faut rattraper le coup pour que ça soit à nouveau homogène. Il faut des procédures. Il faut pouvoir participer à l'élaboration de ce droit. Il faut avoir des mécanismes de notification pour savoir quand ce droit entre en vigueur. Il faut que les procédures nationales, lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il faut aller au Parlement, lorsqu'il faut un référendum, puissent avoir lieu, que ces procédures soient respectées. C'est prévu dans l'accord. Il faut prévoir, lorsque vous avez une dispute, la manière de fonctionner de cet organe arbitral qu'on a établi. Alors cet accord contient un protocole de plusieurs pages. C'est le paradis des juristes qui explique comment fonctionne l'arbitrage, et ainsi de suite. Donc tout ça est là-dedans, et je pense que jusqu'ici, on n'a pas de problème à dire aujourd'hui ouvertement qu'on a obtenu ce qu'on voulait obtenir. Là, on est parfaitement en ligne les uns et les autres. Ensuite, on passe à des éléments qui sont un peu plus problématiques. Et ils sont plus problématiques parce qu'ils sont liés à la substance de ces accords qu'on met sous l'accord institutionnel. Alors, vous avez mécanique, ça c'est bien, mais enfin, dans la mécanique, il y a la substance. Il faut décider, vous voulez faire un panettone, vous avez acheté votre machine, la machine elle tourne, vous avez décidé à quel rythme, quand elle s'enclenche, etc., qu'est-ce qui se passe si elle ne marche pas, et ainsi de suite. Mais enfin, qu'est-ce qu'on met dans le bac pour préparer ce panettone? Et là, je pense qu'il y a deux éléments essentiels qui peuvent poser problème et qui doivent être discutés. Un premier problème, c'est le problème des aides d'État. Alors, ça devient un peu technique et je m'en excuse. Mais enfin, pour qu'un marché fonctionne, il faut que les règles de concurrence soient homogènes. Il faut que les entreprises qui sont sur un même marché soient sur le même marché avec les mêmes armes. Alors, certes, il y aura une entreprise qui est meilleure, qui produit un produit meilleur, qui est meilleure dans le marketing, qui arrive à vendre ses produits mieux qu'une autre entreprise. Mais ce qui ne doit pas arriver, c'est qu'elle arrive à vendre mieux ses produits parce qu'elle a reçu de l'aide indue, par exemple de l'État, que l'État a subventionné ses usines. Et donc, le produit qu'elle met sur le marché est de qualité égale à celui du concurrent, mais il coûte moins cher parce qu'évidemment, elle a été aidée. L'usine a été construite par l'État, par exemple. Ou alors l'État lui a dit pendant 10 ans, tu ne payes pas d'impôts. Et donc ton produit, évidemment, va être plus concurrentiel. Si ça se passe dans un espace clos, on a un problème avec nous-mêmes. Ça ne devrait pas se passer. Je veux dire, j'aimerais pas être un entrepreneur et être face à la concurrence de quelqu'un qui est aidé de manière indue. Si ça se passe dans la relation bilatérale, transfrontière, non seulement on a un problème avec nous-mêmes, mais on crée une distorsion de ce grand marché dans lequel on a voulu entrer. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, il y a une norme dans cet accord qui prévoit ça. Mais elle prévoit ça pour un des accords qui est en vigueur aujourd'hui, l'accord sur le trafic aérien, où ces normes de concurrence et d'État sont très importantes, et pour les accords futurs qu'on va conclure. Alors, si nous, on n'aime pas ces règles, si on n'aime pas les règles sur les aides d'État, je peux imaginer qu'on n'aime pas partout, on
conclura pas d'accord dans les domaines dans lesquels on devra reprendre des règles en matière d'aide d'État. Je pense à un accord qu'on est en train de négocier, un accord sur l'électricité, où la question de la concurrence et des aides d'État est centrale, précisément en ce moment, avec les prix de l'énergie qui sont très bas, avec une forte pression sur le marché. C'est inimaginable et on n'accepterait pas nous-mêmes que si le marché s'ouvre, et il est en partie ouvert pour les grandes entreprises, que l'électricité de France puisse vendre en Suisse de l'électricité en étant subventionnée par l'État français. C'est ça qu'on ne veut pas. Mais en même temps, il faut accepter que les Français n'acceptent pas que les services industriels de la ville de Genève, s'ils le font, j'invente quelque chose, puissent vendre de l'électricité dans le pays de Gex en profitant de subventions étatiques. Ça, c'est les règles qu'on a mis là-dedans. Et pour surveiller la bonne application de ces principes, et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qu'on a obtenu, on peut créer notre propre autorité de surveillance. Ce ne sera pas la Commission européenne qui viendra nous dire ce qu'il faut faire. Nous allons établir une autorité de surveillance suisse qui respectera dans son fonctionnement et dans les fondements du droit qu'elle applique les méthodes de l'Union européenne. Donc il y a une équivalence qui est recherchée, mais qui sera une autorité suisse, probablement mixte, canton, confédération. Il faut veiller à ce que ça soit une autorité qui puisse couvrir l'ensemble du marché, mais qui fonctionnera selon nos propres règles constitutionnelles. Ça, c'est un point de discussion. C'est un point de discussion surtout avec les cantons qui ont, de par l'histoire, des spécificités, notamment parce qu'ils ont par-ci par-là de fortes participations dans des entreprises publiques qui fournissent des services publics. En revanche, cette norme sur les aides d'État n'a absolument rien à voir avec les banques cantonales, avec les assurances cantonales. Vous avez parlé de la presse avant, monsieur le professeur. Croyez à 10% de ce qu'il y a dans la presse. Si vous lisez une interview de mon chef ou de moi, vous pouvez croire 100%. Mais autrement pas plus que 10-15%. Les banques cantonales n'ont rien à voir avec tout ça. Oui, il y a certains éditoriaux dans certains journaux qui sont faits par des personnes très sérieuses. Là, vous pouvez croire aussi. Je voyais mon ancien collègue secouer la tête. Non, donc ça n'a rien à voir avec les banques cantonales, ça n'a rien à voir avec les assurances cantonales, avec l'établissement cantonal d'assurance vaudois, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça aura à voir avec tout ça le jour où on conclura un accord sur les services financiers avec l'Union européenne. Là, il faudra veiller à ce que le système soit un système concurrentiel et pas un système d'aide indue. Je vous rassure, il n'y a pas d'aide indue en Suisse qui pose problème, prima vista. Et prima vista, il n'y en a pas trop non plus dans l'Union européenne. Des 100 cas notifiés à la Commission européenne de potentielles subventions problématiques, 2 sont retenus, 2 sur 100. Et de ces 2-là, peut-être un seul est problématique à la fin. Ça, c'est un premier point. L'autre domaine, qui est un domaine qu'on doit discuter, c'est le domaine qui est lié, je dis en termes génériques, à la libre circulation des personnes. Et là, il y a 3 éléments. Il y a un élément de protection des travailleurs, protection des salaires, protection des systèmes de sécurité sociale, de la protection sociale de ces travailleurs, surtout des travailleurs détachés, des travailleurs qui ne sont pas résidents en Suisse. Les frontaliers, ce n'est pas un problème, les résidents, ce n'est pas un problème, mais les détachés, ça peut poser un problème. Compte tenu de la disparité salariale, de la disparité de la force de marché entre la Suisse et les régions de frontières, nous devons nous assurer que les personnes qui sont détachées en Suisse pour fournir un service soient traitées comme les personnes résidentes qui fournissent un service. Autrement, on a le même problème qu'avec les aides d'État au niveau des personnes. Alors, nous aurions souhaité, sur ce point-là, garder tel quel notre dispositif de protection des travailleurs. Vous savez qu'on a une loi sur les travailleurs détachés en Suisse qui a été passée par le Parlement et entrée en vigueur en 2003-2004, qui a été couplée dès le départ à la libre circulation des personnes, parce que dès le départ, on avait reconnu un besoin accru de protéger les travailleurs. Alors, le dispositif tel qu'il est en Suisse aujourd'hui n'est pas contesté sur le fond par l'Union européenne, mais la manière dont on applique ces normes est considérée parfois par l'Union européenne, par les États membres de l'Union européenne et par les États membres qui nous entourent de l'Union européenne comme disproportionnée par rapport au but recherché qui est celui de protéger les travailleurs.
Sur ce point-là, on n'a pas réussi à remplir le mandat qui était le nôtre. On a en revanche une offre de l'Union européenne qui est de sauvegarder 3 de ces mesures particulières. C'est un délai d'annonce préalable pour ceux qui veulent venir travailler en Suisse. C'est le fait qu'on peut garder un système de caution pour les entreprises qui envoient des travailleurs en Suisse, un dépôt, si vous voulez, de garantie, pour couvrir d'éventuels frais, d'éventuelles contributions de sécurité sociale que ces entreprises n'auraient pas payées. Et on peut garder un système de contrôle particulier pour les indépendants, l'idée étant d'éviter des faux indépendants. Vous savez, si vous êtes indépendant, vous êtes traité différemment. Alors c'est très facile, vous vous déclarez vous-même comme indépendant, vous échappez à certains contrôles, mais si vous n'êtes pas un vrai indépendant, il y a un souci. Ces 3 mesures, de manière un peu réduite, si vous voulez, on peut revenir dans la discussion, sont maintenues. Pour le reste, l'Union européenne nous dit, mais tout ce que vous faites est en principe OK, globalement OK. Si vous reprenez nos directives communautaires qui ont évolué en la matière et qui sont très proches de votre dispositif, et que vous, globalement, appliquez tout ce système sur la base d'une évaluation du risque, donc vous intervenez là où le danger est présent, et pas en couvrant, ça c'est mes origines tessinoises qui font ça, et pas en couvrant globalement le marché, vous avez ce qu'il vous faut. Alors la discussion est engagée dans le pays avec les syndicats, avec les forces qui sont chargées de protéger ces travailleurs, aussi avec les artisans, les arts et métiers, parce qu'on a une crainte de perte quand même d'une certaine protection, et surtout on a une crainte à terme peut-être d'aller dans une direction qui n'est pas la bonne. Il s'agit, je pense, sur ce point-là, d'expliquer, de rassurer, voire en fin de compte de préciser ces dispositions. L'autre question est une question plus compliquée, si vous voulez, mais en même temps plus théorique. L'Union européenne a passé en 2004, si je m'abuse, une directive sur le libre mouvement des personnes, et pas seulement des travailleurs. Cette directive sur la citoyenneté, on l'appelle comme ça, mais ça n'a rien à voir avec la citoyenneté. C'est une directive sur le libre mouvement des personnes qui nous pose problème à 3 égards. D'une part, parce qu'elle prévoit des droits de séjour et d'établissement qui sont plus favorables de ce qu'on prévoit dans notre loi, qui prévoit par conséquent une aide sociale qui est octroyée plus facilement que ce que nous octroyons aujourd'hui, et parce qu'elle prévoit la possibilité d'expulser des criminels étrangers, mais d'une manière un peu plus stricte par rapport à ce que nous faisons. Donc là, la question est de savoir si nous devions du tout reprendre ce droit. La question est laissée ouverte dans l'accord. Est-ce qu'on devrait du tout le reprendre? Et si oui, dans quelle mesure on pourrait le reprendre tout en gardant les spécificités suisses? Alors, je pense que globalement, ça, ce sont les problèmes que nous avons à discuter. Il y a encore une clause dans l'accord qui est une clause, une petite guillotine. J'ai malheureusement pas réussi à convaincre mes interlocuteurs bruxellois qu'une fois qu'ils nous coupaient la tête, ça suffisait, que ce n'était pas nécessaire de la couper une deuxième fois. Mais c'est une guillotine technique. Dans cet accord, on dit l'accord institutionnel forme, si vous voulez, cette nouvelle manière de fonctionner. C'est comme si vous mettez un moteur plus puissant dans une voiture. La voiture, elle va plus vite, avec tout ce qu'il y a dedans. Alors vous ne pouvez pas, 10 ans après, vouloir sortir le moteur et garder la même vitesse avec la voiture sans le moteur. Donc si on dénonce l'accord institutionnel, aussi eux, ils le dénoncent, les accords qui sont soumis, ces 5 accords que j'ai évoqués avant, pourraient tomber aussi. Toutefois, ils tombent si on ne se met pas d'accord sur la manière de les faire fonctionner. Donc c'est une guillotine réduite qui ne tombe pas tout de suite, mais on a quand même le loisir de la regarder tomber si elle tombe du tout. Ce n'est pas bon, mais c'est assez logique, quelque part. C'est assez logique. Donc, ça c'est l'accord, si vous voulez. En quelques mots, ce qu'on va faire maintenant, et ça commence demain matin, vous avez le scoop, ça commence demain matin à la Commission de politique étrangère du Conseil des États. On va consulter ce texte, on va le faire, quand je dis on, ce sont les conseillers fédéraux, demain c'est M. Cassis, vraisemblablement M. Parmelin, qui consulte, qui informe, qui explique dans des débats interactifs avec les commissions parlementaires concernées, ce sont les commissions de politique étrangère, les commissions de l'économie et des redevances, probablement la commission, je ne sais pas comment elle s'appelle en français, qui s'occupe de questions juridiques.
L'idée étant d'avoir des débats interactifs, de récolter des questions, de répondre à des questions, et puis de demander à ses interlocuteurs de s'exprimer aussi par écrit, de manière à ce qu'on puisse avoir, probablement au mois d'avril ou au mois de mai, un rapport pour le Conseil fédéral. Ce sera donc les commissions parlementaires, ce sera les partis politiques qui sont représentés au Parlement suisse, ce sera les cantons, ce sera les partenaires sociaux, ce sont les représentants du patronat d'une part et des syndicats de l'autre. Ça sera l'économie. Alors quand je dis l'économie, c'est l'économie suisse, ce sont les branches, les grandes branches ensemble. Et ce sera le monde académique et de la science et de l'innovation. 6 grands interlocuteurs qui vont être consultés de manière interactive et qui après vont prendre position. Et bien évidemment, on va aussi recueillir toutes les prises de position qui nous parviendraient. Par ailleurs, en dehors de ces consultations formelles, il y a beaucoup de consultations plus informelles qui se font, mais quand même dans un cadre structuré. J'en fais beaucoup moi-même, et on va essayer de récolter tout ça pour que le Conseil fédéral, vraisemblablement pendant le mois d'avril, mai, soit en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur cet accord, et qu'il puisse dire « OK, largement accepté, non, ça ne va pas, on ne le veut pas, majoritairement pas », ou alors oui, on le veut, moyennant quelques changements, précisions. Alors là est probablement la difficulté de tout l'exercice. Alors je ne veux pas dévoiler des secrets, je n'ai pas une boule de cristal, mais je peux bien m'imaginer que ça sera au milieu qu'on va se trouver. Et évidemment, au milieu, ça dépend après du mai, hein, de la taille du mai qu'on va recevoir pour décider de la suite. L'Union européenne, il ne faut pas oublier ce que j'ai dit au début, hein. On doit savoir ce qu'on veut, mais il y a l'autre aussi. L'Union européenne a dit très clairement, à tous les niveaux possibles, qu'une renégociation de cet accord n'entre pas en ligne de compte. En revanche, l'Union européenne n'a pas dit qu'on ne peut pas discuter de la suite à donner suite à nos consultations. Une négociation ou renégociation n'est pas possible. Si on a des doutes quant à la détermination de l'Union européenne, il suffit de regarder ce qui se passe ces heures-ci avec la Grande-Bretagne. Et donc, nous serons, avant l'été, confrontés à cette question. Est-ce que cet accord, qui n'est peut-être pas parfait, il n'y a pas d'accord parfait, est-ce que dans la balance qu'on fait avec les questions des faits géopolitiques, les faits économiques, l'importance de cette relation est quand même équilibrée, ou est-ce qu'il y a un déséquilibre qui est inacceptable? Ça sera la réponse que devra donner le Conseil fédéral sur la base de ces consultations. Et ensuite, soit on aura un accord, soit on ne l'aura pas. Si on a un accord, je pense qu'on a une manière de continuer cette relation qui est plus ordonnée. Et par ailleurs, si on a un accord, on aura un accord qui est signé, et puis il y aura une procédure d'approbation parlementaire, et vraisemblablement un vote sur cet accord. Et une fois que cet accord sera en vigueur, on aura beaucoup de temps pour reprendre ce nouveau droit en matière de libre circulation des personnes, par exemple, puisque l'accord lui-même, il prévoit que tout ça se fasse 3 ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Donc ça fait encore 2 ans avant que l'accord institutionnel soit en vigueur, 3 ans pour faire ça. On aura une nouvelle loi sur les travailleurs détachés. J'invente, hein, je dis ce qui pourrait se passer. Cette loi aussi fera l'objet d'une procédure d'approbation parlementaire, voire d'un référendum. Donc beaucoup de garde-fous qui ont été introduits dans ce système, mais c'est clair que s'engager sur cette voie, ça il faut pas le nier et il ne faut pas se cacher, signifie quelque part mettre notre relation sur un autre plan. C'est une relation qui vise, si on le souhaite, hein, qui offre, si on le souhaite, une intégration plus poussée. Ne pas accepter cet accord signifie de rester sur la voie qui est la nôtre aujourd'hui, qui est une voie plutôt statique, voire, ça l'Union européenne l'a dit assez clairement, voire l'éroder, donc la perdre peu à peu, cette voie qui est plus statique. Ça ne se passe pas dans les 6 mois, dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, ça se passe très lentement. Ce sont des processus économiques qu'il est après difficile de rattraper. Je pense que, si vous êtes d'accord, je vais m'arrêter là. Je suis absolument à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Sachez encore une fois, et ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'était Georges Marchais qui une fois interviewé par M. El Kabbach, grand journaliste d'Europe 1,
Lorsque le journaliste lui avait dit « Mais Monsieur Marché, vous ne répondez pas à mes questions », il lui avait répondu « Vous venez avec vos questions, moi je suis venu avec mes réponses. » Merci.